Bon, mesdames et messieurs, je me réjouis de pouvoir vous accueillir à ce panel très passionnant concernant le marché CBD en Suisse. Durant les 45 minutes qui suivent, on voudrait vous donner un aperçu de ce marché nouveau. En raison de la nouveauté et de la dynamique du marché, ainsi que la position particulière que la Suisse occupe sur ce marché, nous aimerions vous présenter le phénomène marché du CBD en Suisse et en Europe, ensemble avec ces entreprises renommées. Tout d'abord, nous aimerions jeter un regard vers le passé et expliquer les débuts du marché. Par la suite, on aimerait placer la focale sur la situation actuelle sur le marché suisse du cannabis. Dans une troisième partie, ensemble, nous lancerons dans une discussion ouverte en plénière pour voir comment les entreprises en Suisse peuvent se préparer à l'avenir et continuer à travailler avec succès. On va commencer directement par le passé. On va voir un petit peu comment tout a commencé sur le marché du cannabis. Arminien, j'ai passé à l'anglais. Comment est-ce que tu as effectivement pris pied dans l'industrie du cannabis, sur le marché du cannabis suisse? Quel a été le premier produit que tu as vendu? Nous devons prendre en considération que le marché suisse du CBD a commencé en 2015-2016 et tu étais un de ceux qui ont déjà participé dès le départ. Bon, d'abord, nous mettons vraiment du cœur dans notre négoce. Nous avons commencé en 2017 dans l'industrie du cannabis. À l'époque, je faisais encore des études d'économie auprès de l'université. Je faisais mon master. Et oui, j'ai vu comment des endroits ont ouvert dans la ville. Mon frère et moi, nous avons fondé l'entreprise et on pensait qu'en l'espace de 6 mois, on serait riche, ce qui n'était absolument pas le cas. Disons comme moi-même, j'ai vraiment planté des plantes. Je me suis rendu compte que le prix ne cessait de baisser. Et lorsque j'ai planté, c'était à 5000. Lorsque j'ai vu que tout à coup, les plantes ne faisaient plus que 4000 par kilo. Et lorsque j'ai fait la récolte, plus que 2000 par kilo. Et lorsqu'on a vu les coûts de production, on a dû prendre des stratégies pour nous distinguer sur le marché et pour pouvoir avoir une recette dans cette branche. C'était très difficile à l'époque. Merci, Arminien. Et maintenant, venons à Frim. Sur le marché du cannabis, ça s'est déjà dessiné au début. Quels sont les différents produits que vous donnez, que vous offrez à vos clients? Et selon toi, comment est-ce que les différentes parts de marché de ces produits ont changé? Disons, par exemple, fleurs CBD face aux extraits et d'autres produits de chanvre. Bon, nous sommes une entreprise intégrée verticale, donc on couvre de la graine jusqu'au client final toute la chaîne de création de valeur économique. La partie intégrale, c'est la production de fleurs à l'intérieur. Là, nous sommes un des plus grands partout en Europe. Je dirais que dans le B2B, nous sommes à 80% sur le marché des fleurs. Mis à part cela, nous avons aussi des shops. Pour les shops, on voit un développement, une évolution d'environ 40% de ventes de fleurs, 40% de ventes d'huile et le reste autres produits, mettons 20%. Donc là, on voit vraiment que ça a trouvé son équilibre. Merci. Claudio, toi aussi, tu as fait partie de cela dès le départ. On voit comment le tout a changé. Est-ce que tu peux nous expliquer de ton point de vue comment ces prix ont évolué? Les différents produits, vous produisez différents produits avec Allplan. Quels sont les défis pour pouvoir gérer la situation des prix? Au début, les prix étaient très élevés, qu'il s'agisse de fleurs ou d'huile.
Il était possible de vendre ces produits rapidement. Il y avait une bonne qualité, mais on pouvait aussi vendre d'une qualité moindre assez rapidement. Maintenant, ça a changé, ça a évolué. Les exigences sont devenues de plus en plus grandes envers les produits. Les personnes veulent avoir toujours plus d'informations, d'analyses, les pesticides. Les personnes veulent être sûres parce que c'est sûr que c'est un produit un peu délicat en Europe. Alors les gens veulent avoir toujours plus d'infos. Et disons que dans l'espace de 5 ans, ça a vraiment bougé vers le bas. Mais pour de bons produits, c'est toujours un produit bien payé, finalement. Merci. Donc, on voit qu'au début, il y a eu comme un petit gold rush au début. Tout le monde est entré dans ce business et a pris pied sur le marché suisse. Tiano, toi, avec Grüncraft, vous avez très vite suivi cette stratégie de faire des exportations, de viser de nouveaux marchés. Ça ne voudrait pas dire que les autres entreprises qui sont ici ne l'aient pas fait. Mais de votre point de vue aussi, en tant que pionnier d'un de ceux, pourquoi est-ce que vous avez été amené à regarder d'autres marchés? Eh bien, toute la vague CBD a été lancée par la Suisse et on s'est dit, bon, on va suivre cette vague, on va établir de nouveaux standards. Je crois qu'on était les premiers en début de l'année 2008. On est allé en Autriche parce que l'Autriche, en raison de la façon de cultiver les plantes, ils ont une bonne tradition. Donc on est allé frapper à la porte des grands. Au début, ils ne savaient pas encore ce qu'on voulait d'eux. Donc on a commencé à faire ce travail de pionnier avec ces typiques boutures autrichiennes. On est très vite allé au Luxembourg. Là aussi, il y avait une modification de la loi par rapport aux valeurs THC. Et heureusement, en Suisse, nous avons pu maintenir un monopole assez longtemps avec le produit 1%. Donc, on avait une autre marge de manœuvre. On pouvait développer des produits qui étaient bons pour le marché européen. Et depuis le Luxembourg, on a commencé à fournir toute l'Europe. Et maintenant aussi, c'est la 6e fois de suite qu'on a pu fournir le marché Japon avec des produits directement de Suisse. Merci beaucoup, c'est intéressant de le voir, cette dynamique qui s'est développée. Tiano, ce ne sont pas que des fleurs, c'est une gamme large de produits que vous offrez. Donc là, il est important aussi de voir que vous avez différents produits que vous pouvez offrir aux clients. C'est juste, non? Oui, tout à fait. Cette demande a changé. Au départ, c'était très clairement les fleurs. C'était le pied dans la porte. Chacun a fait soit de bonnes, soit de moins bonnes expériences avec le cannabis et chacun peut s'identifier plus ou moins. Et puis, on s'est rendu compte que, mis à part le tabac, il y a le lifestyle, il y a la branche pharmaceutique. Ce sont de nouveaux marchés qui sont en train de croître, d'être créés. Et on a essayé de voir quels sont les produits intéressants qu'on pourrait combiner avec le CBD. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était l'idée de jeter un petit peu un regard en arrière. Et ce qu'on peut retenir, c'est certainement la dynamique du marché et qui s'est développé très très vite. On aimerait maintenant aller un petit peu dans la direction actuelle en Suisse et en Europe. Et à cet effet, j'aimerais te poser une question à toi, Sven. Tu as rejoint Pure Productions récemment. Pendant longtemps, tu as eu une vue extérieure sur les choses et cela m'intéresserait beaucoup de savoir comment tu rends cette entreprise future-proof et aussi tes impressions comme personne extérieure concernant cette situation actuelle du marché qui est marquée aussi par une pression du prix. Oui, bah tu le dis. Je suis sûre que je suis l'étranger dans cette ronde des éléphants, pour ainsi dire, le nouveau venu. Mais j'ai commencé au mois de mars et c'est certainement pas une situation facile sur le marché suisse actuellement. Il y a une forte pression du prix et on le voit surtout sur les matières premières, moins sur les produits de retail ou les marque forte, c'est surtout le marché des matières premières qui est sous une pression et il y a une offre, un surplus, une surabondance, une offre excédentaire. Il y a le même problème aux États-Unis, mais en Suisse,
On a vraiment plus de 600 entreprises dans le domaine CBD. D'une part, c'est très positif lorsqu'on voit le nombre d'emplois qui a pu être créé. De l'autre côté, cela peut déclencher une spirale négative aussi. La raison pour laquelle c'est comme ça, à mon avis, c'est aussi dû à la réglementation qui fait défaut. On doit dire que sur le marché CBD, c'est pas réglementé. Chacun peut produire, chacun peut importer. Et nous voyons maintenant que cette pression sur le prix, c'est une conséquence directe en quelque sorte. Une certaine consolidation a déjà lieu maintenant sur le marché et nous, du côté de Pure, on pense que cette consolidation va se pérenniser. Merci, je vais passer à l'anglais parce qu'on revient à arménien. C'est très intéressant, la consolidation du marché, les prix qui descendent lentement ou sont déjà assez bas actuellement. Comment est-ce que vous êtes affecté chez Green Brothers par cette situation actuelle? Qu'est-ce que vous pensez de façon générale des prix et du développement maintenant? Pour être très franc, on n'est pas tellement touché parce que on n'a jamais essayé d'être compétitif sur les prix. Ça faisait partie de nos stratégies. On essaie d'être compétitif en matière de qualité, en matière de service. Donc, on essaie de pousser vraiment ces domaines-là. Et bien sûr, nous pensons que la lutte du prix est une conséquence de ce qui s'est passé à la fin. Il y a eu trop de lutte sur les prix. C'est pas intelligent de faire un business comme ça. Nous pensons qu'il y a d'autres facteurs critiques de succès qui peuvent être utilisés pour survivre sur le marché. Et en règle générale, nous pensons que maintenant, beaucoup de compagnies, beaucoup d'entreprises se ruinent, surtout des producteurs. Nous pensons que ces compagnies vont disparaître et que le prix retournera à un niveau durable à la fin de l'année ou peut-être un peu après. On va voir comment ça se passe exactement. Merci beaucoup, Herminia. Je crois que c'est important aussi de comprendre cela, qu'il y a des personnes qui peuvent s'éloigner de cette pression du prix qui se concentre sur le côté des producteurs. Donc c'est important de se distinguer, de trouver de nouveaux chemins. Comment maîtriser ce marché très dynamique. Pour nous, il est vraiment le moment de regarder vers l'avenir et de voir comment ce contexte dynamique peut être maîtrisé. Et là, j'aimerais d'abord poser la première question à Claudio et on va aussi après enchaîner avec une discussion plus ouverte où tout le monde pourra participer. Arminia l'a déjà adressé. Comment est-ce que tu crois que les prix à l'avenir vont se développer? Je sais que c'est un petit peu jeter un regard dans la boule de cristal, mais quelle est ta perspective? Bon, il y a différents marchés. Je parlerai surtout des fleurs. Nous sommes à 80%, 85% de ce que nous offrons passe par les fleurs. On doit dire que il y a effectivement une surabondance, une offre excédentaire. Il y a des pays qui viennent nous voir, qui disent on achète des produits en Suisse, des fleurs en Suisse, donc ils essaient tous d'offrir leurs marchandises ici, aussi ici sur l'exposition, à la foire. Il y a de grandes productions en Italie qui nous livrent aussi. L'avantage, c'est que nous, on peut le faire dans toute l'Europe. Comment cela va évoluer? Eh bien, ça n'ira pas si vite vers le haut. J'espère que ça ne va pas trop descendre vers le bas, mais ça pourrait encore arriver au mois d'octobre, au mois de novembre, avec la nouvelle récolte. Là, je parle des fleurs. Et ce qu'on doit dire en même temps, c'est que si on a vraiment de bons produits, de bonnes fleurs, des fleurs bien produites avec de nouveaux strains. Et à ce moment-là, on peut toujours obtenir un bon prix. Il faut rester innovant
faire preuve de nouvelles idées. Comme ça, on peut obtenir un bon prix, mais je ne pense pas que le prix va augmenter, va monter. Alors, le mot-clé innovation, qualité, Sven, je crois que tu peux confirmer cela, non? Vous allez un petit peu dans la même direction? Tout à fait. La qualité, c'est vraiment le b.a.-ba et on le voit surtout aussi en lien avec un besoin d'information de plus en plus grand de la clientèle. Ils veulent de plus en plus savoir comment c'est produit. La traçabilité devient très importante et aussi la qualité non seulement au niveau des produits, mais aussi dans le service, être fiable. Beaucoup de produits ont des marques établies. Aussi dans le domaine white label, une qualité consistante est très importante. Il ne faut pas avoir des fluctuations au niveau des qualités. Finalement, ce sont les vertus suisses. Fiabilité, qualité, c'est certainement un des facteurs de la qualité. Merci beaucoup. Je crois qu'à Frim, vous aussi, chez Mary Jane, vous regardez que vos clients sont bien encadrés et que vous pouvez les construire. Je pense que vous le faites aussi. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu comment vous le faites? Comment vous faites pour rester top of the game avec vos clients? Oui, ben, si on jette un regard vers le passé, en 2016-2017, c'était pas simple. Là, comme Sven l'a déjà dit, tout le monde a commencé à produire. Et les clients ont frappé à la porte et c'était facile de tout vendre. Aujourd'hui, c'est devenu plus structuré. Il faut une structure d'entreprise. Il faut former les vendeurs pour fidéliser les clients. Et c'est comme dans tous les autres business. C'est pas différent pour le cannabis. C'est un peu plus particulier parfois avec les clients, on peut dire. Mais c'est comme tout autre business. Il faut le regarder de la même façon. C'est seulement comme ça qu'on peut avancer. On avait aussi le mot-clé Swissness. Tiano, chez vous, est-ce que c'est soigné aussi, cette vertu? Oui, certainement. Je crois que tout au début, personne ne savait quoi que ce soit sur l'optimisation des processus, la calculation. On regardait sur le papier, tiens, j'ai récolté tant de choses, je dois avoir tant d'argent. Et là, maintenant, ça va vraiment très, très, très dans le détail. Et la production ne vaut la peine plus que si tu sais combien de recettes tu vas avoir par mètre carré. Tu dois connaître les génétiques, tu dois savoir quels sont tes prix fixes. Donc ça rentre vraiment dans le détail et il te faut vraiment suffisamment d'haleine lorsque tu as des mois où le marché n'augmente pas. Il y a énormément de réflexions qu'il faut faire. Et la Swissness, oui, c'est clair, on a les montres, on a le chocolat. Maintenant, on a le cannabis, ça peut aider. Et à l'étranger, on nous voit comme fiable, comme sérieux, mais la Suisse, comme site de production, est un site coûteux, qui coûte cher. C'est ce que je dis aussi à l'avenir. On ne va plus faire de outdoor, on ne va plus faire de culture extérieure. Ça n'a aucun sens de produire des fleurs en Suisse à l'air libre. Je vois une grande concurrence de l'étranger. Et c'est ça ce qui a lieu actuellement, cette industrialisation. Sven? Oui, je suis du même avis que Tiano, seulement dans le domaine indoor. Je dirais que la Suisse est un pionnier, ça c'est certain. Et si on regarde le prix de l'électricité de façon générale en Europe, on n'est pas ceux qui coûtent le plus cher. Là, pour l'électricité, on est en fait très économique et ça fait une grande partie des coûts de l'installation. Donc là, si on a une installation moderne, on est compétitif sur le marché de façon globale. Et vous avez l'installation intérieure la plus grande d'Europe. Oui, ça c'est sûr. C'est certainement cette combinaison. La même question, on se l'est posée aussi chez Pure. C'était déjà avant mon époque. Est-ce que la Suisse, sur le long terme, est le site de production? Est-ce que cela vaut la peine de produire? Et si oui, quoi? Pour moi, la réponse est un oui, mais. Donc, pour certaines choses, c'est très clair. Grande qualité, Swissness. Je crois qu'il y aura toujours un marché. Ce sera intéressant aussi avec le domaine médical. Mais la Pure a aussi maintenant
déplacé une partie de la production vers l'Afrique du Sud et produit là où on a pu développer aussi une très bonne qualité. Oui, ça c'est intéressant lorsqu'on voit comment il faut s'adapter, il faut évaluer ce qui a un sens, il faut se pencher sur les chiffres pour pouvoir persévérer en tant que producteur en Suisse. Et je crois que Claudio, j'aimerais revenir à toi et à Alplant. Comment est-ce que vous faites face aux demandes et désirs de vos clients pour pouvoir réaliser un produit pour le client, un produit qui le satisfasse complètement? Oui, on voit un petit peu, on regarde autour de nous, que ce soit aux États-Unis ou de façon générale, quels sont les produits sur le marché. On essaie de voir aussi ce que font les autres, quels sont les souhaits, on essaie de mettre en œuvre plusieurs choses. Certaines choses sont plus rapides, d'autres sont plus lentes. Et on essaie de mettre en œuvre ce qui est souhaité par les clients. Ce que je voulais dire encore par rapport à ce qui a été dit avant, de déplacer toute la production vers l'étranger. Nous aussi, on a fait nos expériences. Je trouve pas que c'est positif. Ça peut être positif en raison du prix. On peut avoir des ouvriers très bon marché, mais je crois que de la distance, il est beaucoup plus difficile de contrôler. Et il faut avoir quelqu'un de très fort sur place qui est déjà plus ou moins un entrepreneur qui gère le tout. Car si la qualité est moins coûteuse, mais ne correspond pas aux exigences, aux standards de qualité, à ce moment-là, c'est plutôt un retour en arrière. Donc, d'aller trop loin, s'éloigner trop, c'est pas notre politique. On veut quand même rester dans la région. Produire à l'air libre en Suisse. Heureusement, il y a le Tessin et le Valais, on peut encore le faire, mais effectivement, l'air libre, on regarde en Italie du Sud et notre air libre, c'est un peu comme le vin. Moi, j'aime bien le Syrah du Valais, mais si on compare à un vin de la Toscane, c'est pas la même chose. C'est ça aussi la réalité. Et il a plu pendant tout l'été, ici, en Suisse. Moi, je dois dire que cet été, j'ai l'impression que la météo, le temps en Suisse, c'est de pire en pire. Oui, mais ça, c'est certain. La production à l'étranger, je vois cela comme toi, ça va de pair avec des défis. Et comment assurer la même qualité que les clients ont l'habitude de recevoir? C'est un travail de conviction. La preuve qu'on peut vraiment le faire. Tiens, toi aussi, tu l'as dit, avec le développement de processus, des structures. Si on pense aux autres branches, moi qui viens de l'alimentation, ce sont des chaînes de création de valeur qui sont le standard. Et justement, dans le food, tout n'est plus produit en Suisse. Certaines choses, oui, d'autres choses, non. Et c'est un réel défi d'assurer la chaîne de production de valeur, création de valeur. Si les avions ne volent plus ou les chaînes de transport sont interrompues, maintenant avec la situation du Covid aussi, il faut se différencier davantage sur le côté de la production. Je trouve ça très intéressant qu'on ait la possibilité de se pencher sur cela. Et je vais passer à l'anglais parce que je voulais encore une fois poser une question à Ernie. C'est un fait généralisé qu'ici en Suisse, nous avons aussi cette pression sur le marché outdoor. Et comme nous avons fait l'expérience que tout le monde a déjà décrite, et nous avons ces 4 ans que nous étions dans le business, il est important de déduire les dividendes. Néanmoins, il y a encore un autre défi, un autre enjeu. Il y a beaucoup de produits de producteurs qui coûtent moins cher. La qualité est telle qu'elle est. Je ne veux même pas dire si elle est mauvaise ou bonne. Comment pouvons-nous en profiter en Suisse avec la réglementation que nous avons actuellement pour établir la Suisse en tant que plateforme du commerce? Bon, pour l'importation de produits,
Non, que le produit soit ici. Il est ici. Nous avons déjà les raisons, nous avons le savoir comment livrer le marché européen d'ici. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour la Suisse? Mais bien sûr, c'est un marché libre. Bien sûr qu'il y a importation-exportation. Nous ne sommes pas contre. Et on devrait profiter de notre Swissness. Et non pas seulement être compétitif au niveau du prix, mais également par d'autres stratégies. Et même avec un produit suisse, on peut générer une plus-value, car la Suisse est connue au monde entier pour les produits d'une très très grande qualité. C'est un point important qu'on peut proposer aux clients. Les clients devraient comprendre que s'ils souhaitent acheter des produits suisses, eh bien, ils doivent payer un certain prix. Et sinon, mis à part cela, on peut peut-être importer des extraits chinois et en produire des huiles. Si la qualité est bonne ou mauvaise, c'est pas la discussion, mais à ce moment-là, ils ne seraient pas suisses, les produits. À ce moment-là, il faudrait qu'on explique aux clients, vous avez le choix. Vous pouvez acheter de l'huile CBD à 3 €, 5%, mais vous savez qu'il n'y a pas de produit suisse dedans. Si vous voulez acheter un produit suisse, à vous de payer ce prix-là. Mais si vous voulez le prix plus bas, je peux également vous offrir quelque chose, mais ça ne vient pas de Suisse. Et ça, il faut l'expliquer aux clients. Il faut vraiment donner des explications au marché d'exportation. Et à ce moment-là, le client a le choix. Bien sûr, le commerce est un point important. Les clients doivent comprendre ce qui se cache derrière. Absolument. Et on voit aussi qu'il est important d'expliquer tout sur le produit aux clients. Je crois que pour moi, il est très clair que le cannabis est un produit premium. Il y a toujours des discounters et ça existera toujours, mais notre tâche, c'est de donner la bonne valeur au produit et à côté de l'innovation également de produire de nouveaux produits. Si on discute toujours que du prix, on ne pourra pas remporter le succès, la victoire. On a toujours réfléchi qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que cela signifie, pourquoi est-ce qu'on est là. On a une plante qu'on veut rendre acceptable et ma grand-mère a l'impression que je suis un dealer de drogue légale. Elle ne comprend pas ce qui se passe et je crois que c'est un petit peu ça le défi où nous, en tant que Suisse, on doit se placer au premier rang et dire voilà notre qualité, voilà nos valeurs, on les défend et ça fonctionnera sur le long terme. Oui, je crois que ce qu'on peut faire en Suisse, c'est que lorsque le premium, c'est aussi la question comment traiter les clients, le service, la rapidité de communication, la rapidité de la livraison, que le paquet dans sa totalité fonctionne. Par exemple, si on a un client en Europe, pourquoi est-ce qu'il devrait commander en Suisse s'il peut aller chez un agriculteur n'importe où en Europe? Eh bien, par exemple, parce que chez nous, il va recevoir un produit terminé. Il ne devra pas avoir peur d'obtenir un produit qui n'est pas homogène. Donc là, c'est certainement quelque chose où on peut encore avoir un avantage, parce que là, on a quand même, on profite de notre image, l'image qu'on est sérieux. Oui, ça c'est vrai, ça c'est généralisé en Suisse, qu'on a l'impression que les produits sont bons. Voilà, la vertu de la Suisse est d'avoir le site de production en Suisse et que tout soit réglé, qu'on peut faire du track and trace pour voir où le produit va partir. Donc on peut donner cette assurance aux clients. Donc là, j'aimerais encore une fois revenir vers toi, Sven. Lorsque tu regardes ton passé avec ta work experience que tu as fait dans une autre industrie, comment vois-tu? Est-ce que la Suisse profiterait d'une réglementation supplémentaire dans cette industrie? Oui, bien sûr, à mon avis, oui.
Finalement, l'industrie alimentaire de laquelle je suis issue, elle est très, très réglementée. On reçoit tout le temps des contrôles en tant que producteur, en tant qu'entreprise dans ce domaine. Il y a d'énormes exigences en matière de formation de collaborateurs, en matière de système de qualité. Et une réglementation supplémentaire est au service du consommateur surtout. Des standards harmonisés avec une réglementation, cela apporte aussi un nettoyage du marché, si on veut, parce que d'autres standards, ça veut dire aussi d'autres investissements pour le producteur. Il faut éventuellement changer les choses, introduire de nouveaux systèmes. Donc, du côté de la pureté, nous, on salue cela. Et on veut aussi prendre un petit peu le devant. Hein. On le veut tous, d'ailleurs, ici. On veut montrer que ça peut fonctionner. Oui, je crois qu'il est important que cette industrie sorte un petit peu de son enfance, disons. Et est-ce que vous souhaitez, vous, si je vous demande à tous, une réglementation supplémentaire? Ça, c'est très important, à mon avis. Dès le début, on a misé là-dessus, misé sur des systèmes de gestion de qualité. Et si on regarde aujourd'hui les 600 entreprises, ce sont quelques pourcents. Les entreprises qui ont vraiment un système de gestion de qualité, qui ont vraiment des standards de qualité, une traçabilité, où les lots sont traçables. Ça, c'est très important. C'est exactement ce que tu as dit. Donc, nous, on le souhaite, ça aussi. Oui, bah, nous aussi. Oui, je crois que c'est ce qu'il faut. Il y a eu des interventions très intéressantes sur ce qu'on a le droit de faire avec le CBD et non, avec le THC. Ma vision à moi, c'est qu'on puisse vendre des produits, par exemple après une nuit, une soirée hyper dure, de savoir le lundi, je prends telle et telle quantité de CBD et cela me permet de redémarrer bien la semaine. Et c'est ainsi qu'on pourrait faire de la publicité pour cela. Donc, à côté des réglementations, il faudrait ces études, ces expériences et toutes les compagnies le font. Donc, on fait des pas de first mover. Et si on devait vendre quelque chose en Russie, et si on veut voir ce qui se passe, et comme ça, on peut avoir un feedback là où on pensait peut-être auparavant la Russie, en aucun cas. Mais c'est comme ça qu'on peut fonctionner, et je crois que tout le monde le fait, parce que tout seul, ça ne va pas se faire. Toute la politique est un peu en retard. On essaie de donner tant de drive qui peuvent se rattacher. Je crois qu'on peut saluer un nouveau membre, anglais ou allemand. C'est aussi une caractéristique de différenciation. Comme entreprise, on n'a pas qu'un seul pilier, on a peut-être différents piliers. La qualité, c'en est un, la certification, c'en est un autre. Il ne faut pas qu'on oublie que le marché évolue très très vite et avec le marché évoluent aussi les clients. On a des groupes de clients qui n'ont jamais pensé au cannabis. Mais comme on disait, maintenant c'est acceptable et tout à coup, d'autres entreprises réfléchissent sur l'évolution de produits et ça déclenche de nouvelles attentes. Hermine, je voudrais t'inclure un petit peu en matière de recherche et de développement. Je pense que c'est aussi une partie importante au premier plan de cette industrie. Oui, comme je l'ai dit avant, un aspect très important, une stratégie très importante, mis à part la compétitivité et les prix, c'est l'innovation, de voir où sont les tendances, pour développer de nouveaux produits. C'est très intéressant pour nous. Nous, on essaie de penser où on veut se retrouver dans quelques mois, dans quelques années. Le sujet de l'expansion géographique fait aussi partie du développement des entreprises. On voit des pays qui s'ouvrent, donc là, on doit être prêt. On doit être prêt avant que ce soit complètement réglementé. Il y a quand même encore quelques
contraintes, quelques limitations pour faire le business. Et à mon avis, c'est là où le business est intéressant, car c'est quelque chose de difficile. Et lorsque le business est difficile, c'est là que se créent les opportunités, que tout le monde ne peut pas accéder. Je crois que ce qu'on peut retenir de tous ces messieurs ici, dans cette ronde des éléphants, pour ainsi dire, c'est que de s'arrêter n'est pas une option. Il faut toujours savoir s'adapter à ce champ du marché dynamique. On aura les nouvelles réglementations THC d'un côté au niveau médical. On espère que cela sera mis en œuvre prochainement, ainsi que les projets pilotes. Quel est votre regard vers l'avenir? Qui va pouvoir faire avancer l'industrie, même si c'est la même plante. J'aimerais ouvrir le débat. Peut-être une brève prise de position par chacun. Le marché avec le cannabis médicinal est très intéressant. Avec le THC de plus de 1%, la grande différence, c'est que ce sera un marché complètement réglementé. Donc ce sera la différence avec le marché CBD, des exigences complètement différentes, des contrôles complètement différents, une énorme possibilité pour la Suisse et je crois pour les entreprises qui vont rentrer en premier. Prohibition Partners estime que le marché est de 1,2 milliard jusqu'en 2028. Si on dit que la moitié est bonne, c'est déjà un très très grand potentiel. Et je crois que ce sera vraiment un changement de paradigme aussi pour les entreprises qui rentrent. Merci. Frim, oui, nous aussi, on salue les nouveaux règlements l'année prochaine. Néanmoins, nous continuerons avec une grande production de CBD. Sur notre site, on a bien sûr encore une fois la même surface, donc encore une fois 15 000 mètres carrés. Et ça, on pourra vite le construire, mais d'abord, on va regarder où cela nous amène. Et bien sûr, le marché est énorme, mais on ne mise pas encore sur le THC. C'est pas qu'on ait attendu le THC tout le temps, on essaie de voir comment ça se passe et puis après on poursuit avec la dynamique comme maintenant. Oui, je crois que c'est aussi important d'entendre cela. Et Claudio, qu'est-ce que tu dis? Ce sont deux choses différentes, le projet pilote et la médecine. C'est important. Le projet pilote, on salue cela. Je trouve ça important qu'on s'avance encore une fois d'un pas et je crois que c'est aussi très suisse qu'on fasse cela avec un test. Sinon, on participe ou pas, ça dépendra des coûts. Car nous savons que nous devrons peut-être investir davantage. C'est certainement bien d'y participer et tout, mais au niveau du business, c'est à voir, ça restera à voir. C'est peut-être pas si intéressant que cela. Deuxième aspect, côté médical, ça devrait venir l'année prochaine. Donc ça aussi, on va l'observer, le regarder, mais on préfère se concentrer sur une chose. On a vu aussi que si on se diversifie trop, on finit par ne plus rien faire au niveau qu'on veut, mais on n'est pas non plus une entreprise pharmaceutique. On a vraiment des exigences tellement élevées, c'est comme un nouveau monde. Et le CBD continue à être le sujet pour nous. Oui, je suis d'accord avec mes deux prédécesseurs. C'est un petit peu la boîte de Pandore, tous ces projets pilotes. Nous, en tant que groupe Craft, il nous manque encore le petit élément qui nous dit oui, ça a vraiment un sens qu'on mette le pied dans la porte. Mais on est une entreprise, il nous faut de l'argent, du cash flow, il faut qu'on puisse croître. Et pour nous, il nous manque actuellement l'argent et aussi un partenaire scientifique qui nous dit bon, allez, hop, on fait comme ça. Et je pense qu'il est génial en Suisse que les médias rebondissent sur le sujet. Ils font ça très bien, mais je crois que certaines autorités qui sont impliquées ne savent pas encore exactement dans quelle direction le train va partir.
Et pour ce qui est du cannabis médicinal, ensemble avec Lipomed, une entreprise pharmaceutique et aussi en coopération avec Mary Jane, nous avons produit un isolat, un API, et c'est vraiment un produit propre. C'est pas comme des produits qui sont parfois vendus. C'était très complexe de faire toutes les analyses. Donc ça, il faut encore un petit peu de temps, mais ça va venir. Ah, passionnant. Herminien, pour toi encore une fois, donc c'est sur l'implication des réglementations suisses, et aussi le projet pilote et aussi l'exportation. Aussi, les médias ont été mentionnés que ça joue un grand rôle pour frayer le chemin et pour ouvrir un petit peu ce forum au public et aussi pour nous aider à éduquer le marché. Mais comment est-ce que toi, tu penses à ces possibilités à venir? J'espère que je répéterai pas ce que mes collègues ont dit avant. La traductrice est désolée, mais apparemment, ils n'écoutent pas la traduction. La différence avec le marché CBD, c'est qu'en Suisse, nous avons une réglementation que les autres pays n'avaient pas. On avait la réglementation du 1%, mais la Suisse et THC, en comparaison avec tous les autres pays, il y a déjà un retard. Comparé avec le Portugal, comparé avec l'Afrique du Sud, comparé avec d'autres pays, la décision et la façon de laquelle les décisions sont prises, c'est toujours un peu froid, disons. Et bien sûr, le prix pour investir en Suisse, le prix est très élevé. Les possibilités, disons que les coûts pour mener une entreprise en Suisse, les coûts sont très élevés. Je ne sais pas si c'est juste d'attendre quelque chose qui n'en est pas encore au point et d'investir là-dedans. On est obligé d'aller en direction des projets pilotes. On est suisse, il faut qu'on aille dans cette direction parce qu'on n'a pas vraiment de choix. Mais si j'investis, ce sera probablement pas en Suisse. Ah, ça c'est intéressant. J'aimerais maintenant, pour l'instant, clore ce panel et maintenant nous sommes ouverts aussi pour des questions du public. Me voilà. Je vous remercie tous. Je remercie également Herminien. Pourquoi moi? Bon, tu me dis rapidement qui tu es, ce que tu fais, à qui tu adresses ta question. Je suis Loïc d'une compagnie à Barcelone. J'ai une question générale concernant le panel dans la totalité. Qu'est-ce que vous pensez est la menace la plus grande pour l'industrie de cannabis suisse actuellement et la position sur le marché global? La menace la plus grande. Pour moi, je réponds en allemand, c'est ça. La plus grande menace pour moi, ce serait de ne pas profiter de l'opportunité qu'on a maintenant aussi du côté de la réglementation. La Suisse doit pouvoir avancer aussi au niveau de la réglementation, que la Suisse reste le pays le plus progressiste lorsqu'on parle du traitement du cannabis. Il y a tant de choses qui se sont passées au niveau politique ces 12 derniers mois en Suisse, des évolutions qu'on n'avait pas pu prévoir de cette façon, beaucoup mieux qu'on aurait pensé. Et ce moment clé, on doit en profiter. Si on loupait le coche, ce serait le plus grand risque à mes yeux. Est-ce que cela répond à votre question? Est-ce que quelqu'un d'autre veut contribuer? Je pense qu'un autre grand risque, c'est que la République tchèque augmente à 1% en début de l'année prochaine. Ça aussi, il faut s'y attendre. Ça pourrait éventuellement être un nouveau trading hub pour la marchandise issue d'Afrique du Sud ou Amérique du Sud. Ça, c'est quelque chose à tenir à l'esprit. Absolument, c'est le plus grand danger. Nous sommes un petit pays et nous exportons partout en Europe.
Si l'Europe maintenant va à 1%, ça va changer la donne pour tout le monde, ça va changer l'équilibre. Et ça pourrait bien sûr exercer une pression énorme, ce serait un danger, très clair. Sinon, d'autres dangers, j'en vois pas actuellement. D'autres questions du public? Ça ne semble pas être le cas. Elias, est-ce que tu as encore une question? On aurait encore un tout petit peu de temps. Sinon, je constate... sinon, je vais vous poser des questions. Comment vont vos enfants? Avez-vous des enfants? Comment s'appelle votre maîtresse? Non. Bon, je m'arrête. Une question de mon côté. Vous avez entendu tout à l'heure par rapport au projet pilote, article d'expérimentation. Ça, c'est un pas important dans cette direction de ce qu'on vient d'adresser avec la menace. En fait, la Suisse, au plus tard dans 10 ans, lorsque cette expérience sera terminée, elle devrait rentrer dans une légalisation pour les consommateurs récréatifs. Je crois qu'ils veulent maintenant 2 ou 3 ans, ils pourraient prolonger. Et ils veulent que le outdoor est sous serre, donc biologique. Oui, si ça se passe bien, je ne crois pas que ça va aller 10 ans. Ils vont probablement proposer quelque chose avant, dans 4 ou 5 ans. Actuellement, c'était le sujet d'un des panels hier, que cet article d'expérimentation, pendant 5 ans, on peut l'utiliser, on peut l'élargir de 2 ou 3 ans, mais le tout a une durée d'un maximum de 10 ans. Ce qui, en principe, constitue un danger déjà en tant que tel, même si c'est une évolution positive. Mais la durée nous indique jusqu'à quand nous devons tenir le coup jusqu'à ce que cette légalisation vienne. Si je me souviens bien, là, le Conseil fédéral a gardé une porte ouverte pour s'échapper si les arguments évoluent de façon positive. Le Conseil fédéral peut faire avancer la légalisation. Bon, c'est vrai, c'est la voie suisse. On avait 5000 personnes par canton, 5000 cobayes par canton. À Zurich, je crois que c'était... Bon, Zurich, c'est le plus grand canton avec 2000 personnes. Bon, c'est la voie suisse. Au Canada, c'était 23 millions. Même projet. Un pas vers la bonne direction. Je suis aussi d'avis qu'il faut le soutenir et peut-être que cela viendra avant. Oui, moi aussi, j'aimerais encore rajouter quelque chose du point de vue. J'ai suivi un marché récréatif aux États-Unis. Je pense que ça aussi, ce serait une bonne solution pour la Suisse si on pouvait aussi donner la possibilité par une réglementation adéquate d'encourager de nouvelles start-up, mais il faut qu'elles soient réglementées de la bonne façon. Et ce marché, bien sûr, est un marché très intéressant en tant que producteur et aussi pour faire avancer le site de la Suisse au niveau mondial. Je crois qu'il est presque temps, après toutes ces évolutions qu'on a pu voir ces dernières années, de permettre quelque chose comme cela en Suisse. Et je suis tout à fait optimiste par rapport à ce projet pilote. Ce serait bien, oui. J'ai entendu aussi par le FSP qu'au niveau international, on souhaite s'échanger avec le Canada qui a effectivement un rôle pionnier.